D'accord. Et donc les solutions pour sauver, je vais citer encore un paragraphe, un chapitre de votre livre, «Sauver notre douce France». C'est quoi les solutions actuellement? C'est revenir à une gestion de bon père de famille, arrêter la guerre? Enfin, quelles sont les solutions assez Oui, concrètes qu'on pourrait prendre? bah, les solutions effectivement que j'ai évoquées, c'est, d'abord le premier choc, c'est ce que j'appelle je dirais une thérapie de choc, mais bienveillante. C'est-à-dire c'est pas la rigueur, hein, bien entendu. Il faut être bienveillant. Donc pour être bienveillant, il faut déjà donner du pouvoir d'achat. Donc pour ce faire, il faut baisser les impôts. Ça tombe bien, on est numéro un du monde en termes d'impôts, donc il y a plein de choses à baisser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile, j'ai envie de dire. Donc baisser, tout à l'heure j'évoquais la CSG, baisser bien sûr l'impôt sur les sociétés, pour évidemment redonner une dynamique. On veut réindustrialiser, mais si on maintient les niveaux d'imposition des entreprises, ils vont pas réindustrialiser, c'est évident. Donc ça, c'est on va dire les deux mesures phares. Dès le début, c'est les premières mesures qu'il faut prendre pour relancer la confiance. À partir de là, vous réduisez les dépenses de fonctionnement, vous baissez également les charges qui pèsent sur les salaires, donc ce qui fait augmenter les salaires nets, et donc, mais qui ne revêt pas de coût pour l'entreprise, hein, donc ça c'est quand même assez important. Ensuite, effectivement, on assouplit le marché du travail, on enlève ces 35 heures, là, on laisse faire aux Français ce qu'ils veulent. S'ils veulent travailler 35 heures, ok, travaillez 35 heures, mais vous serez payé 35 heures. Et ceux qui veulent travailler plus, ils auront effectivement un salaire plus élevé. Augmenter la participation, l'intéressement des entreprises, des salariés dans les entreprises, vous voyez, créer du lien social, développer bien sûr l'innovation, parce que c'est la clé de l'avenir, c'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. Pour sortir effectivement du réchauffement climatique, justement, je fais un chapitre sur ça, c'est au travers de l'innovation. Bien sûr, il faut consommer certainement différemment, mais il faut surtout innover. Hein, je veux dire, si on avait innové justement dans les nouvelles technologies de l'énergie il y a déjà 10 ans, 15 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui avec cette crise, on pourrait gérer cette crise. Sauf que là, on ne l'a pas fait. Hein. On avait des intentions, c'est vrai, très bonnes intentions, mais qui n'ont pas été suivies d'effets. Donc c'est ça le gros problème. On est très bon pour donner je dirais des bonnes paroles, mais pour les actes, c'est plus compliqué. Donc ça, voilà. On finance effectivement également cette innovation en créant des fonds d'investissement spécialisés qui financeront également la retraite, parce que ça aussi, cette retraite, elle n'est pas du tout financée. Donc ce qui permettra de mieux allouer effectivement donc, ces fonds d'investissement pour l'innovation, avec bien sûr une défiscalisation pour ceux qui investissent dedans. Et bon, il y a un dernier point que j'évoque également dans le livre, c'est, enfin, du moins dans les mesures, hein, pour sauver notre douce France, c'est, je pense, développer la culture économique des Français. Je pense que le gros problème qu'on a en France, c'est qu'on a une culture de lutte des classes, évidemment, et donc dès qu'on parle d'économie, voilà, là on a le truc, tout le débat sur les super profits, etc. On a l'impression que ça va ramener des centaines de milliards. Je veux dire, dans le meilleur des cas, déjà il faut pouvoir taxer des profits qui sont faits à l'étranger, mais ça c'est un autre débat. Même si on y arrive, ça va ramener quoi, 2, 3, 4 milliards, vous voyez, d'euros, alors que ne serait-ce que le bouclier tarifaire, ça coûte 25 milliards. Bon, ouais, donc, mais on est dans la lutte des classes. Il y a les méchantes entreprises, il faut les faire payer, il y a des méchants profiteurs, ok. Donc, mais n'oublions pas que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. C'est ça l'entreprise en France. Et beaucoup d'entreprises, j'en vois tous les jours, des PME, des TPE, qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts chaque mois. Donc, ouais, donc c'est pas des profiteurs de la crise. Il faut arrêter comme ça de vouloir trouver des boucs émissaires. On est tous dans le même bateau. Donc là, ça veut dire, voilà, il faut développer la culture économique. Alors, nous, c'est ce qu'on fait, effectivement, vous et moi, sur YouTube, moi également sur d'autres médias, quand on me laisse parler et dire ce que je veux. Hein, mais bon, globalement, ça va. Mais c'est sûr, bon, j'ai des émissions que, par exemple, je faisais à une époque, je ne vais pas donner de nom, hein, qui m'ont blacklisté et qui ne veulent pas que je vienne parce qu'ils ne veulent pas que je dise la vérité. C'est quand même assez incroyable. Hein. Alors, heureusement, je fais quand même toujours quelques médias, on va dire grands médias, heureusement, parce qu'ils ont besoin, on a besoin de dire la vérité. Donc, moi, je maintiens, ça fait 25 ans que je fais ça, je suis toujours là. Et donc, voilà, c'est le but aussi de l'économiste, parce que il y a aussi une responsabilité des économistes. Hein, quand on apprend que certains économistes sont payés pour dire du bien d'une entreprise, donc voilà, et sans le dire évidemment. Et on découvre ça après, oh là là, non, c'est pas bien, c'est normal. Ben oui, non, c'est pas bien, il faut être transparent, vous voyez. Ou des économistes qui sont marqués politiquement, etc. C'est pas bien ça aussi, entre guillemets. Ou alors, il faut le dire. Comprenez. Mais sinon, nous, on veut du bon sens. L'économie, c'est du bon sens. Donc, si on met en place du bon sens, de la culture économique, là, on sauve la France. On sauvera la France, j'en suis persuadé. Je pense qu'en tout cas, c'est encore possible. C'est vrai que ça fait 15 ans que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, et il faut le dire, je suis déçu, parce que c'est vrai que ça n'a pas porté vraiment ses fruits, parce qu'on est dans le déni de réalité, et les dirigeants français n'ont pas le courage de prendre les mesures qu'il faut. Oui, je pense qu'on bougera quand on aura l'épée dans le dos, j'ai l'impression. Ah, mais Tant qu'on là, n'a pas elle y est presque, à mon avis. Elle n'est pas rentrée, elle est mais pas enfin, loin. elle nous touche quand même. Hein.
Elle est pas loin, mais tant que le FMI est pas à notre porte, on touchera à Ouais, rien ouais, parce ouais, que mais ça sera trop tard. Là, par contre, pour ah le bah coup, oui. ça sera trop tard. Parce que là, après, vous Ah savez, oui, quand on a vraiment, quand on risque le défaut. Moi, je donne souvent l'exemple de la Grèce, parce que je connais très bien la Grèce. Depuis des années, je vais là-bas faire des conférences, etc. Et donc, j'ai vu la Grèce dans l'opulence. Et après, j'ai vu la Grèce dans l'effondrement, parce que justement, on a voulu absolument faire en sorte que la Grèce soit dans la zone euro, reste dans la zone euro, alors qu'elle pouvait pas, elle n'avait pas les moyens de le faire, tout simplement. Quand elle avait un euro à 1,60 $, alors que le niveau d'équilibre de l'euro pour les Grecs, c'est 0,70 $ pour un euro, ils ne pouvaient pas supporter, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a puni les Grecs, c'est vraiment dommage. C'était également les dirigeants politiques grecs, c'était une fuite en avant, et ça, c'est dramatique. Et rendez-vous compte qu'aujourd'hui, où nous parlons, le niveau du PIB grec, ça veut dire la richesse grecque, donc hors inflation, est, tenez-vous bien, 27% inférieur au niveau qu'ils avaient en 2007. Vous vous rendez ah compte? oui. Eh oui, c'est que le niveau du PIB grec aujourd'hui, c'est le niveau qu'ils avaient en 1998. Vous vous rendez compte? Ah oui, 24, ça veut Ah, dire vous êtes c'est compliqué, hein. 24 ans en arrière. Bon, ça nous rajeunit, ça c'est sûr. Mais à part ça, c'est clair que d'un point de vue du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec votre niveau de vie 24 ans en arrière, ça fait mal. Ouais, Vous ouais, comprenez. Et vous c'est allez ça. en Grèce aujourd'hui, j'y vais encore. Malheureusement, j'ai de moins en moins de clients, c'est vrai, mais j'y vais quand même parce que c'est un pays formidable. Et on voit, ça fait de la peine. On sent là, on voit ce que c'est que la décroissance. Là, on voit ce que c'est que la déflation et la décroissance, surtout, que ça crée de la misère. Et donc, c'est ça qu'on veut. C'est ce qui va se produire, hein. Si on ne prend pas très vite le taureau par les cornes, c'est ce qui va se produire, c'est ce qui peut en tout cas se produire chez nous. Moi, j'ai l'impression même qu'on y va volontairement. C'est-à-dire que moi, je Alors suis ça, oui, ça beaucoup c'est une autre plus théorie. pessimiste que vous, hein. Je suis beaucoup plus pessimiste que vous parce que je crois qu'on y va volontairement. C'est-à-dire que quand on a une ministre de l'écologie, je crois, il me semble que c'est Agnès Pannier-Runacher qui nous dit le but, c'est en 2035 de dépenser 40% d'énergie en moins. Oui, non. Bah, Non, mais si vous voulez, 40% non, c'est mais forcément décroissant. Il n'y a pas d'autre possibilité. Non, mais le problème, moi, ce qui me gêne, je faisais un débat ce je pense, sur BFM TV, là, c'était amusant, parce que bon, c'est des ayatollahs, si vous voulez, hein, qui vous disent, ah bah non, voilà, il faut arrêter de consommer, il faut arrêter ci, il faut minuter votre temps sous la douche, enfin bon, c'est quoi cette affaire? C'est une dictature. Et on est passé d'une dictature sanitaire à une dictature, je sais pas, climatique, je sais pas trop. Bon, alors qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, notamment en termes d'innovation. Alors, certainement, il faut peut-être mieux consommer, peut-être moins de frénésie, ça c'est sûr, mais on ne peut pas comme ça. Et puis surtout, je trouve ça Vous savez, scandaleux. C'est-à-dire, nous, on a eu le je vous a- droit. Nous, pardon, la oui, frénésie de consommation, c'est vous, moi, peut-être les ministres, enfin, les gens qui gagnent correctement leur vie. Il y a comme voilà. un paquet de Français qui sont pas dans la Mais, frénésie, quoi, qui est mais c'est ce juste que j'allais fin de dire. mois. C'est ce que j'allais dire. Moi, je viens des cités HLM d'Orly. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais ce que c'est que Ouais, vivre, voilà, petitement, entre guillemets. Donc, comment vous pouvez dire aux gens, ah ben là, l'insouciance et l'abondance, c'est fini? Mais il faut arrêter ouais, de rigoler, pour rester poli. C'est-à-dire que, attendez, moi, je suis en 70, j'ai connu que la crise. Alors, il y a eu quelques petites années en 98-2000 à la révolution Internet. Voilà, quand il y a des petites révolutions technologiques, ça va un peu mieux quelques années, mais ça ne dure pas. Mais à part ça, on est en crise depuis 40 ans. Il faut arrêter de dire qu'il y a eu de l'abondance. Et alors ça, en plus, nous, entre guillemets, on est des pays riches, mais imaginez les pays émergents, les pays pauvres. Vous allez leur dire, attendez, ben non, maintenant ça suffit, hein. Nous, on a eu le droit de croître pendant des siècles. Maintenant, vous nous rattrapez, vous vous arrêtez. C'est intenable. Vous savez que, je donne souvent ce chiffre, d'ailleurs je le dis dans le livre, c'est qu'effectivement, en 1980, il y avait à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême, c'est-à-dire avec moins de 1 $ par jour, 50% de l'humanité. Et en 2019, avant la pandémie, c'est tombé à 8,5%. C'est formidable. Et donc ça, c'est un progrès humanitaire, grâce à la croissance, grâce à la mondialisation. Alors, ouais, peut-être grâce qu'il à y a eu des mondialisation. excès, c'est sûr, mais s'il n'y avait pas eu cette croissance, c'est sûr qu'on aurait eu plus de pauvreté. Et d'ailleurs, quand il y a eu la pandémie, quelques mois de blocage, donc de décroissance, alors c'est vrai que c'était sympa, parce qu'on voyait les animaux dans les rues, tout ça, des villes, c'était sympathique. Mais par contre, dans les pays pauvres notamment, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en quelques mois a augmenté de 200 millions de personnes. Donc ça va très Ouais, vite. Et comme vous l'avez bien dit, François-Xavier, nous aussi on est concernés, mais en tant que pays riche, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de mal-être, de malaise social, même si on est un pays où on a énormément d'aide sociale, mais il y a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui. Donc dire, ben non, on va vous restreindre, bon, ok, c'est peut-être un choix, d'accord, mais à ce moment-là, c'est un choix de riche, il faut dire le mot, c'est un choix d'enfant oui, gâté, oui. ok, mais par contre, il y a beaucoup de gens aujourd'hui
puis aussi qui ont envie de rêver, qui ont envie de rêver. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, voilà, alors il faut plus prendre l'avion, faut plus voyager. C'est quoi? Alors voilà, on va. Il y a même quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'incroyable, vous savez, sur Metaverse dernièrement. Je vous raconte l'anecdote parce que c'est incroyable. Alors c'est quoi l'argument de vente du Metaverse? Ben, en fait, maintenant, comme on va plus pouvoir voyager, alors on va mettre son masque et puis on va voyager avec le masque. Donc là, Ouais, c'est un film de science-fiction. Ouais. Et alors, dernière anecdote qui m'est arrivée là hier. Je dois aller à Marseille demain. Donc habituellement, vous savez, donc je fais l'aller-retour dans la journée. Je suis désolé, faire une conférence, bon, ok. Et donc, habituellement, je prends l'avion. Alors, il y a ce qu'on appelle la navette. Vous savez, Paris-Marseille, Paris-Orly-Marseille. Avant, il y avait un avion toutes les heures. Maintenant, il y a un avion toutes les 3 heures. Donc j'appelle Air France, je dis écoutez, je ne comprends pas. Et puis il n'y a qu'Air France en plus qui fait le vol. Donc je leur dis écoutez, mais ah ben oui, c'est une obligation gouvernementale. Vous êtes sûr? On dit oui, on est obligé de limiter le nombre d'avions, parce que comme il y a le train à côté, donc pour dissuader finalement les gens de prendre l'avion. Alors évidemment, les avions sont pleins, et les prix des billets, bien sûr, flambent, et donc c'est incroyable. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait, mais ça a déjà commencé. C'est ça qui est dangereux. Cette dictature a déjà commencé. Et donc, heureusement, on a la chance d'être dans une démocratie en France. Une démocratie, effectivement, au moins des idées, ça c'est déjà pas mal, hein, si vous voulez, la liberté de penser, comme disait Florent Pagny. C'est vrai que c'est important. Mais moi, ma crainte, c'est qu'on a une certaine dérive. Parce que ce Reset 2, justement, je dis attention, on s'est fait avoir une fois avec la pandémie, il ne faut pas se faire avoir 2 fois maintenant avec, je dirais, voilà, ce rationnement. Vous vous rendez compte, ce terme, rationnement, c'est un terme de la Seconde Guerre mondiale. Donc où on est quand même la 7e puissance mondiale. Pas oublier, nous, la France, on est toujours, ça a baissé, avant on était 5e, on est 7e, mais globalement, attention, ça veut dire qu'on est en train aujourd'hui de prendre des risques sur l'avenir de nos enfants, finalement, de nous et de nos enfants. Oui, c'est vrai que le terme de rationnement m'avait choqué parce que on n'a même pas commencé la guerre, on est déjà dans la situation de 1942. Quoi. On n'a pas commencé la guerre, on a déjà perdu. C'est incroyable. Il faut surtout espérer qu'on n'aura pas de guerre, parce que là... oui, non mais c'est complètement ridicule quoi, de nous mettre là-dedans. Et encore une fois, enfin, évidemment, pour certaines personnes qui nous écoutent, nos problèmes d'avion, ça peut choquer, mais nous, on arrive à les régler, nos problèmes, parce qu'on fait partie de la classe moyenne supérieure, on gagne correctement notre vie. Ceux qui n'arriveront pas à régler leurs problèmes, c'est ceux qui habitent dans des HLM et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et eux, ils vont avoir énormément de problèmes à continuer à vivre leur fin de mois parce que ça sera de plus en plus dur, uniquement parce qu'on a des décisions d'État qui nous amènent doucement vers une décroissance. Quoi. Moi, si vous voulez, moi, j'ai aucun, entre guillemets, j'ai aucun état d'âme à parler d'avion, parce que moi, j'ai vécu de 0 à 25 ans dans une cité HLM d'Orly. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, mon bilan carbone sur toute ma vie, c'est pas celui du joueur du PSG. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez, c'est un truc de fou. On est peut-être face à une crise historique, peut-être même à une guerre, on ne sait pas trop, et on ne parle que de l'affaire du PSG qui ont pris l'avion, etc. C'est quand même pas sérieux. Attendez, moi je compare ça, si vous voulez, à l'orchestre qui joue de la musique dans le Titanic. C'est-à-dire, on a des problèmes existentiels, presque. Peut-être la zone euro va exploser demain. Et nous, on est en train de se prendre la tête, entre guillemets, pour savoir est-ce qu'ils ont bien fait de prendre l'avion, les joueurs du PSG. Moi, franchement, c'est pas sérieux. Parce que je veux dire, mais moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ce manque, justement, de bon sens. On est en train de perdre le bon sens, et ça, c'est très inquiétant.